Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La Somalie au bord de la famine, c'est la nouvelle mise en garde lancée par les Nations Unies ce 5 septembre. D'après l'ONU, plus de 7 millions de personnes sont affectées par la sécheresse, soit près de la moitié de la population. Coup de projecteur sur l'autobiographie de Stanislas Zézé, le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation. L'ouvrage, intitulé L'homme aux chaussettes rouges, revient sur les moments clés de son parcours. Et puis focus sur la finale de la Super Coupe de la Confédération africaine de football. Le match prévu à Rabat ce 10 septembre opposera deux équipes marocaines. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction la Mauritanie où le contrôle judiciaire de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz serait arrivé à son terme. Si l'instruction judiciaire relative à son dossier s'est achevée en juin dernier, aucune date n'a pour l'heure été divulguée concernant la tenue du procès. Pour rappel, l'ancien chef d'État est accusé de blanchiment d'argent, de corruption et d'enrichissement illicite. Une affaire pour laquelle il avait été inculpé en mars 2021. 3 mois plus tard, il avait été écroué pour non-respect des conditions de son contrôle judiciaire notamment. L'ancien président mauritanien a ensuite été placé en résidence surveillée après son hospitalisation survenue en décembre dernier. La crise humanitaire s'aggrave en Somalie. 4 saisons des pluies ratées ont plongé le pays dans une sécheresse des plus terribles. Cette situation, inédite depuis plus de 40 ans selon l'ONU, a contraint environ 1 million de personnes à quitter leur maison et à traverser la campagne aride à la recherche de nourriture. 7,8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population somalienne, ont besoin d'une aide alimentaire. Les précisions de Corinne Kamdem. La famine va frapper certaines parties de la Somalie entre octobre et décembre. Un avertissement lancé par Martin Griffiths, le chef humanitaire de l'ONU. Cette sombre révélation se confirme malheureusement. Mardi 6 septembre, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance a annoncé que des centaines d'enfants sont déjà morts dans des centres de nutrition à travers le pays. Selon les experts, la Corne de l'Afrique se dirige vers une 5e saison consécutive des pluies ratées, ce qui va aggraver la pire sécheresse que la région ait connue depuis des décennies. 730 enfants seraient morts dans des centres d'alimentation et de nutrition entre janvier et juillet de cette année. Pour mettre les choses en perspective, cela représente moins de 1% des enfants qui ont été admis, guéris et sortis. Mais nous craignons également que ce nombre ne soit plus élevé car de nombreux décès d'enfants ne sont pas signalés. Comme pour envenimer davantage la situation, l'UNICEF fait également état d'une augmentation des épidémies chez les enfants en raison de la malnutrition. Quelques 13 000 cas suspects de rougeole ont été signalés ces derniers mois, dont 78% étaient des enfants de moins de 5 ans. La malnutrition a atteint des niveaux sans précédent. Nous avons 1,5 million d'enfants, soit près de la moitié des enfants de moins de 5 ans, susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë. Et parmi eux, 385 000 auront besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë sévère. Plus de 7 millions de personnes, soit environ la moitié de la population somalienne, ont besoin d'une aide alimentaire. Un enfant sur 5 dans le pays sera confronté à des formes mortelles de malnutrition d'ici octobre 2022 si les conditions actuelles perdurent. Si le financement de la Somalie a augmenté ces dernières semaines, l'appel de 1,46 milliard de dollars de l'ONU étant désormais financé à 67%, les responsables de l'aide ont averti qu'il était arrivé très tard et qu'il en fallait plus. Miser sur le numérique pour stimuler la croissance économique, c'est la stratégie adoptée par les autorités congolaises qui ont décidé d'investir plus de 300 milliards de francs CFA pour développer ce secteur. Un investissement qui s'inscrit dans le cadre du plan national de développement 2022-2026. Les détails avec Séverin Ndouke. L'industrie numérique est au cœur du plan national de développement de la République du Congo. Avec des investissements à hauteur de 360 milliards de francs CFA dans le secteur du numérique, soit plus de 4% des investissements total dédiés au PND sur 5 années, les autorités congolaises envisagent à échéance une stimulation de la croissance économique, notamment à travers le développement des plateformes et de l'entrepreneuriat numérique, des compétences ou encore la recherche de la production industrielle liée au numérique.
Il faut noter que des investissements importants ont été consentis par le gouvernement dans ce secteur, notamment à travers l'autorité de régulation des postes et communications électroniques, la PCE, qui dispose d'une infrastructure de qualité avec des big data, ce qui permet donc au Congo d'être quand même, il faut le reconnaître, l'un des meilleurs dans ce secteur au niveau de l'Afrique centrale. La politique de développement à travers l'industrie numérique est inscrite dans le programme d'investissement public 2020-2026 et se décline sur 5 axes pour 33 projets dont l'objectif visé à terme est la réduction de la fracture numérique et la simplification des procédures de la gouvernance par l'accélération de la digitalisation à l'heure où les technologies numériques permettent aux pays d'accélérer leur développement socio-économique. Et le numérique donc est en train d'être évidemment émaillé dans tous les secteurs socio-économiques du Congo, évidemment grâce donc à ces big data, grâce à ces infrastructures de qualité qui ont été investies pour pouvoir booster l'économie numérique au Congo. Le développement de l'économie numérique, pilier du plan national de développement PND 2022-2026, est fille du projet de société de la présidence Sassou Nguesso, Ensemble poursuivons la marche, qui oriente la politique de développement du Congo. L'actualité nous emmène également au Tchad où les travaux du dialogue national devraient enfin pouvoir démarrer. Après plusieurs suspensions, les participants se seraient enfin entendus sur l'agenda de cette initiative qui doit amener le pays sur la voie des élections. Plusieurs thématiques seront au menu des discussions. Sur cette liste figure entre autres la future constitution, les réformes des institutions ou encore la paix et la réconciliation nationale. Pour rappel, environ 1400 personnes participent à ce dialogue, dont plus de 200 représentants de la société civile et plus de 300 responsables de partis politiques. Notons que ce forum est censé prendre fin le 30 septembre prochain. On reste au Tchad où parallèlement plus de 340 000 personnes ont été touchées par les inondations depuis la fin du mois de juin selon l'ONU. Une situation qui touche de plein fouet 11 des 23 provinces du pays. Autre chiffre alarmant donné par l'ONU le 19 août dernier, les fortes précipitations ont causé la mort de 22 personnes. Zahra Mohamed Moutiou. Les pluies diluviennes continuent de s'abattre sur ce pays enclavé d'Afrique centrale. Ici, dans la capitale tchadienne, certaines parties de la ville ne sont désormais praticables que par ces barques. Des familles entières s'y entassent pour pouvoir traverser les rues inondées. Personne de ce quartier n'a été épargné par les inondations cette année. C'est vraiment triste de voir tant de gens souffrir. Il faut trouver de toute urgence une solution pour évacuer toute cette eau. Le Tchad n'a pas connu ce niveau de précipitation depuis 1990. Les canaux de drainage et les étangs sont submergés, alerte l'Agence météorologique nationale. Et de leur côté, les institutions onusiennes indiquent que plus de 340 000 personnes ont été touchées depuis la fin du mois de juin par les inondations. Dans le 8e arrondissement de N'Djamena, des habitants ont trouvé refuge dans cette école, comme cette mère et ses 4 enfants, qui après l'effondrement de leur maison, se sont retrouvés à la rue et sans argent. La mère de famille déplore l'absence de réponse concrète de la part du gouvernement. Nous sommes à la merci des moustiques, nous n'avons pas de nourriture et certains d'entre nous ont le paludisme. Personne ne pense à nous aider. Les autorités nous regardent de loin, comme si nous étions des oiseaux migrateurs. Le gouvernement aurait mis en place un comité de crise d'urgence afin de fournir de la nourriture, des couvertures et des kits de santé, a affirmé le maire de N'Djamena. Mais nombreux sont ceux qui attendent toujours l'arrivée de cette aide annoncée. On le surnomme le loup de la finance. Stanislas Zézé, le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, est aussi l'auteur de L'homme aux chaussettes rouges. Dans cet ouvrage qu'il a co-rédigé avec Pacom Christian Kipré, l'homme d'affaires ivoirien revient sur les temps forts de son parcours professionnel. Une autobiographie qui vise aussi à encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Joël Ballot. Son
L'Ivoirien Stanislas Zézé, homme de finance, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, une agence d'évaluation du risque de crédit opérant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, a ajouté une nouvelle corde à son arc. Depuis le 15 août 2022, il est l'auteur de L'homme aux chaussettes rouges, une autobiographie de 182 pages qui insiste sur le développement du continent africain par le changement de mentalité et l'éducation de la jeunesse. Dans le livre, il y a beaucoup de messages, notamment le code des valeurs, et si vous voulez, les moments d'émotion de ma vie, les moments qui ont impacté la construction de ma résilience et la construction de mon courage, de mon abnégation. Et tout ça, je crois que je dois ça à la jeunesse. Et pour moi, c'est ce type d'histoire qui permettrait aux jeunes de pouvoir faire de bons choix. Coécrit par l'écrivain Pacom Christian Kipré, L'homme aux chaussettes rouges représente l'espoir d'un changement pour toute une génération de jeunes Africains. L'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain prendront forme grâce à une jeunesse aguerrie, consciente des difficultés, mais surtout consciente de l'impact qu'elle peut avoir sur le développement du continent. Je trouve l'ouvrage extraordinaire. D'abord la présentation, c'est captivant. J'aime beaucoup le fait que c'est très facile à lire. On le connaît comme quelqu'un qui est dans les finances, mais il a rendu l'ouvrage accessible. Et le fait qu'il y a beaucoup d'images, ça donne envie de le lire et de sauter un peu de temps en temps les chapitres pour lire le chapitre qui vous intéresse. Et je pense que c'est un ouvrage important pour les futures générations et surtout pour les jeunes. Entre chaque ligne, Stanislas Zézé revient sur les événements clés de sa vie, ses victoires, mais surtout ses échecs. Il indique qu'il a passé ces dernières années à réfléchir sur son parcours. Aujourd'hui, L'homme aux chaussettes rouges est donc le miroir de sa vie. L'actualité sportive à présent avec un point sur la finale de la Supercoupe de la CAF. Dans un communiqué, la Confédération africaine de football a annoncé que c'est la ville de Rabat qui accueillera ce rendez-vous prévu ce samedi 10 septembre. Deux clubs marocains se disputent la victoire. Le RS Berkane et le Wydad Athletic Club ont fait le point avec José Douglas. Face à face pour cette finale de la Supercoupe Total Energy 2022, le Wydad Athletic Club, vainqueur de la Ligue des Champions, et la RS Berkane, vainqueur de la Coupe de la Confédération. Des retrouvailles car les deux équipes se sont affrontées récemment pour la finale de la Coupe du Trône remportée par la Renaissance de Berkane 3-2 au tir au but 0-0 après prolongation. Mais voilà, la RS Berkane perd son entraîneur, le Congolais Florent Ibenge, à la tête du club depuis 2021 et a pris la direction du Soudan pour entraîner Al Hilal Omdurman avec un contrat de 3 ans. Et il a donné 2 titres à Berkane cette saison. Berkane vainqueur aussi de la Coupe CAF en 2020. La Renaissance Berkane Club remercie l'entraîneur Florent Ibenge pour les efforts qu'il a déployés tout au long de la saison écoulée, au cours de laquelle l'équipe a remporté 2 précieux titres qui ont renforcé la trésorerie du club et lui souhaite plein de succès dans sa carrière d'entraîneur. La première fois que 2 équipes du même pays se sont rencontrées en finale de la Supercoupe de la CAF, c'était le 16 janvier 1994 au Soccer City de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la 2e édition de la Coupe entre les Égyptiens de Zamalek et d'Al Ahly avec le derby du Caire et victoire de Zamalek 1-0 grâce à Eman Mansour. Mais que peut-on dire de ces 2 équipes? D'abord pour la RS Berkane. RS Berkane, c'est une équipe qui a percé ces 10 dernières années sur l'échiquier africain. L'équipe de RS Berkane veut marquer son nom en or sur le cahier d'or d'Afrique en gagnant ce trophée. Le président du Wydad de Casablanca, Saïd Nassiri, a promis 50 000 dirhams à chaque joueur. En cas de victoire, les joueurs du WAC avaient perçu 250 000 dirhams chacun après la victoire en finale de la Ligue des Champions face à Al Ahly d'Égypte. Le WAC de Casablanca, comme j'ai dit, ce n'est pas à présenter. C'est une équipe redoutable, c'est une équipe qui connaît la compétition. Le WAC de Casablanca part favori dans cette compétition puisqu'il est parti en fanfare dans le championnat marocain. On a joué la 2e journée et le WAC de Casablanca a gagné les 2 matchs haut la main. C'est Al Ahly d'Égypte qui a remporté le trophée en 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.